Mais là, vous voulez dire qu'en fait, il y a des pays étrangers qui seraient prêts à acheter. Est-ce qu'il y a un brevet déposé? Ah oui, il y a plusieurs brevets déposés. Il y a des brevets aux États-Unis pour commencer. D'ailleurs, aux États-Unis, ce qui est remarquable, c'est que les personnes qui étaient chargées des brevets, quand ils ont vu arriver cette invention, on se sont dépêchés d'accorder le brevet, donc de l'étudier sérieusement, parce que ces personnes se sont aperçues que c'était vraiment là, une percée technologique incroyable. Personne n'avait pensé à quelque chose de semblable depuis le début des temps, quoi. Et nous, on l'a fait ici au Québec, là. C'est ici que ça s'est fait, là. Bon. Et Donc, en fait, la PUC, là, son but, c'est de promouvoir la quasi-turbine, mais pour conscientiser le citoyen qu'il y a quelque chose à faire au niveau, et pour un peu faire un appui au niveau gouvernemental. oui. En fait, le premier rôle de l'Association de promotion des usages de la quasi-turbine, c'est de faire ce que l'État du Québec, l'État du Canada ne font pas. À savoir, quand il y a une invention majeure, d'aider l'inventeur d'une façon ou d'une autre, pour que lui puisse se consacrer un peu plus au travail d'invention. Je voudrais justement préciser quelque chose. On n'a pas parlé de l'inventeur. Vous n'êtes pas l'inventeur de la quasi-turbine. Ah, j'aimerais bien ça, parce que c'est un gars très génial. Hein? En fait, c'est un docteur en physique. Il a fait son doctorat en physique à l'Université de Montréal. Il a enseigné à l'Université de Montréal. Il a fait la physique nucléaire à Saclay en France, qui est un des plus hauts lieux de la physique nucléaire au monde. Il a fait la physique des plasmas à Milan en Italie. Il a travaillé pour Hydro-Québec, il a travaillé pour le ministre Guy Joron comme conseiller scientifique. Il a travaillé à l'Institut national de recherche scientifique. C'est lui qui a déposé le premier brevet de l'INRS au Québec. Et donc, il connaît bien tout ce monde des brevets et le monde de l'invention. Donc, en fait, il est bien placé pour pouvoir, à la limite, avoir, est-ce que je me trompe, pour pouvoir, je veux dire, promouvoir son produit? Ben, disons, Du gouvernement, du moins. Disons qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Il y a tellement de blocages au gouvernement du Québec que ça n'a jamais passé. Par ailleurs, pour revenir un peu à la question antérieure, la quasi-turbine, elle est brevetée en Europe, elle est brevetée en Chine. Okay? Donc, les principaux pays, les principaux ensembles commerciaux du monde sont visés et il y a une protection légale qui existe là. Mais ça s'est fait sans l'aide du gouvernement du Canada et sans l'aide du gouvernement du Québec. C'est dommage. Donc, en fait, au niveau de la commercialisation, maintenant, est-ce qu'il y a des possibilités de s'en procurer des quasi-turbines ou non? Bon, les quasi-turbines actuellement disponibles sont plutôt réservées aux recherches. Et il y a des instituts qui les achètent. Ce sont des unités fabriquées une par une et non pas à la chaîne. Actuellement, il faut compter à peu près 5 000 $ pour une unité assez petite et autour de 10 000 $ pour une grosse quasi-turbine. Mais une fois fabriqué en série, ce moteur-là va coûter 500 ou 1000 $ parce que c'est un des moteurs les plus simples à fabriquer en série, beaucoup plus simple qu'un moteur à piston, parce qu'il n'y a presque pas de pièces, il y a 30 pièces dans une quasi-turbine, contrairement à des centaines pour un moteur à piston. Moi, je voudrais qu'on en revienne un peu au carburant. Est-ce que ça fonctionne? Tantôt, vous avez parlé de carburant essence, mais est-ce que ça peut fonctionner avec autre chose, avec l'électricité, de l'eau, du vent, je sais pas? J'aimerais que ça fonctionne avec l'air du temps, enfin. Mais le temps est aux économies d'essence. En fait, c'est un moteur qui a été d'abord conçu pour fonctionner en mode combustion. Donc, il y a des essais qui ont été faits et ils prouvent, ces essais-là, que la théorie est juste. D'autre part, le même moteur, sans rien changer à l'intérieur, vraiment rien, okay, peut fonctionner avec de l'air comprimé, par exemple. Peut aussi fonctionner à la place d'une turbine d'Hydro-Québec, avec de l'eau, avec une colonne d'eau, vraiment, une chute d'eau, une chute d'eau, oui. Oui, mais c'est parce que quand on met l'eau en tube, là, il n'y a plus de chute. Alors, et puis, le moteur peut devenir lui-même une pompe ou un compresseur. C'est-à-dire qu'il suffit de changer les dispositifs à l'extérieur du moteur et sa fonction change.
de ce point de vue-là, c'est une merveille technologique parce que c'est un moteur extrêmement souple dans ses utilisations. Mais là, on va peut-être passer à la pratique pour que, visuellement, on est à la télévision, les gens puissent voir les applications possibles. Bien certainement. D'ailleurs, une image valant 1000 mots, plusieurs images en valent des millions. Et on peut beaucoup mieux comprendre le fonctionnement du moteur quand on le voit fonctionner. Alors, on va vous suivre dans cette découverte. Bon, alors on va commencer par l'intérieur de la quasi-turbine pour voir la simplicité de ce moteur. Ouais, comme je vous le disais, c'est un des moteurs les plus simples au monde, en fait. Vous avez ici, c'est un prototype qui n'a pas été retenu pour fonctionner, donc on a récupéré les pièces pour montrer le fonctionnement intérieur. Vous avez le pourtour, qui est un pourtour de confinement, qui est Saint-Hilaire, qui est breveté sous ce nom-là d'ailleurs. Le nom de l'inventeur. Le nom d'inventeur, exactement. Et il peut prendre la forme d'une patinoire avec des parois absolument plates ici, des coins